Je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, une mention spéciale pour Thierry Verdel, le recteur de l'université, pour m'avoir invité, m'avoir offert cette occasion de m'adresser à vous en ce jour si important pour vos vies. Et puis également, un grand merci au président de l'université que j'ai eu la joie de rencontrer aujourd'hui. Pour être bien certain que je comprenne l'enjeu de mon intervention, Thierry m'a envoyé un lien YouTube vers un discours que Steve Jobs, le fondateur d'Apple, a fait devant les étudiants de Stanford il y a longtemps de cela. Comme disent les Anglais, no pressure. Merci Thierry. Même si mon histoire n'est pas celle de Steve Jobs, et même si l'histoire des étudiants de Stanford n'est pas la vôtre, nous avons tous en commun le fait d'avoir une histoire à raconter. Cet après-midi, je vous propose donc de faire deux choses. D'abord, je vais vous parler un petit peu de mon histoire, de moi et de ma société Trace, que certains d'entre vous connaissent. Je vais parler de Trace d'aujourd'hui et aussi de demain. Et puis, je vais partager avec vous quelques enseignements qui, j'espère, vous seront utiles pour ceux qui commencent maintenant leur vie professionnelle et pour ceux qui continuent, qui arrivent aujourd'hui dans ce nouveau parcours académique. Alors d'abord, mon histoire. Mon histoire, c'est celle d'un jeune qui est né en 1965 dans la banlieue parisienne, de deux parents antillais, et qui a grandi en Martinique, une petite île de la Caraïbe, qui n'est pas très loin d'Haïti. D'ailleurs, je salue nos amis haïtiens, parce que la communauté caribéenne dans le monde, on n'est pas si nombreux, et on est toujours très très solidaires. Mon histoire, c'est aussi celle d'un étudiant, épris de liberté, qui a été formé au business à l'École supérieure de commerce à Paris. C'est aussi celle d'un passionné de musique qui a été influencé très tôt par les rythmes et les paroles militantes de Cassave et de Bob Marley. Et j'en profite aussi pour adresser un hommage à Jacob Desvarieux, le leader du groupe Cassave qui nous a quittés il n'y a pas longtemps du Covid. C'était un ami, c'était une figure, c'était un amoureux de l'Afrique et c'est quelqu'un qui a réellement travaillé à créer un pont entre l'Afrique et la Caraïbe et le monde. Jacob, aujourd'hui j'ai aussi une pensée pour toi. Mon histoire, c'est aussi celle d'un entrepreneur qui a décidé de s'installer en Martinique et en Afrique après avoir refusé le confort et le salaire des cadres de grands groupes en France. Mon histoire, c'est celle d'un jour de 1980 en Martinique, quand mon père a accroché à un mur de notre maison un poème d'Aimé Césaire, écrivain et homme politique, créateur avec Senghor du mouvement de la négritude. Et j'en profite d'ailleurs pour le dire tout à l'heure, je suis également un Senghorien. Quand on est martiniquais, on est forcément Senghorien, parce que l'histoire de la Martinique est tellement liée à l'histoire et à l'amitié qu'a lié Senghor et Césaire, avec également Léon Gontran Damas, pour créer ce mouvement de la négritude, qui sans lui, peut-être que certains d'entre vous ne seraient pas aujourd'hui ici. Ce poème qu'Aimé Césaire a offert à mon père, il se trouve qu'ils étaient amis, il a écrit pendant les années 60, pendant les années où se préparaient les indépendances africaines. Et une phrase de ce poème a changé ma vie. Une phrase de ce poème a façonné mon histoire. Une phrase de ce poème est devenue une de mes plus grandes inspirations pour agir. Je vais vous lire cette phrase, elle est très courte. Mon peuple, quand donc cesseras-tu d'être le jouet sombre au carnaval des autres? Ce peuple dont parle Césaire, j'en fais partie. Vous aussi, vous en faites partie. C'est le peuple d'Afrique et de tous les afrodescendants. Je suis un afrodescendant. Je suis un afrodescendant d'une branche un peu particulière. La branche de ceux qui, un jour, malgré eux, ont franchi la porte du non-retour de l'île de Gorée, à côté de Dakar, en face de Dakar. Ceux qui, enchaînés au fond des cales d'un bateau, sont partis pour un voyage dont personne n'est revenu. Et depuis plus de 40 ans, je me suis engagé pour que ce peuple, mon peuple, notre peuple, ces damnés de la terre, célébrés par France Fanon, ne soient plus jamais des jouets sombres au carnaval des autres. Je me suis engagé pour que mon peuple puisse exprimer sa voix. Je me suis engagé pour que mon peuple puisse connaître et faire connaître son histoire et sa culture. Je me suis engagé pour que mon peuple prenne sa place, toute sa place, dans la construction du monde, avec son identité et ses racines africaines. Cet engagement, c'est ma mission, c'est la mission de ma vie. C'est une mission pour que partout, à chaque instant, le monde soit inclusif et en phase avec la réalité de la diversité de sa population. Pour que le lieu de naissance,
la condition sociale dans laquelle on s'est retrouvé, la condition également sociale de ses parents, la couleur de sa peau, la consonance de son nom, ne soient pas des handicaps pour réussir dans la vie, pour que l'égalité des chances soit une réalité pour tous. Et c'est pour réaliser cette mission et pour avoir de l'impact que j'ai pris la décision de devenir entrepreneur dans l'univers des médias, de la musique et depuis peu de l'éducation. Alors on va faire un petit flashback. Nous sommes en 88, j'ai 23 ans et je viens de finir mes études et mon service militaire en Indonésie. À l'époque, il y avait encore un service militaire en France. Je reçois plusieurs propositions d'emploi que je décline et je retourne en Martinique où je n'avais pas vu mes parents depuis longtemps. Et finalement, je décide d'y rester et je crée 3 sociétés. D'abord, une société d'ingénierie financière, pour faire des montages, pour aider des entreprises à investir, à se développer. Une deuxième société pour faire de la production audiovisuelle. C'est comme ça que j'ai rencontré Jacob Desvarieux et que j'ai fabriqué des clips pour beaucoup d'artistes de la Caraïbe. Et puis, troisième société, Thierry l'a dit tout à l'heure, ATV, une chaîne de télévision privée locale, première chaîne de télévision locale privée de la Martinique qui existe toujours. Les 4 piliers professionnels de ma vie sont alors en place. D'un côté, l'expertise financière, ensuite la musique, la production audiovisuelle et les médias. Et puis, pendant que je développe ces activités en Martinique, dans la Caraïbe, dans les années 90, j'assiste en parallèle à l'explosion d'une musique venue des États-Unis, le hip-hop, le rap. Et plus qu'une musique, je y découvre un mouvement. Les albums des Fugees avec Lauryn Hill, Wyclef Jean, les titres de Puff Daddy, les lyrics du Wu-Tang Clan prennent d'assaut les charts, les parades du monde entier. Le hip-hop s'installe comme la nouvelle culture jeune, la voix d'une génération, la voix d'un peuple, la voix de notre peuple. Et pourtant, en dehors des États-Unis, aucun groupe télévisuel ne s'adresse et ne s'intéresse à ce mouvement. Pourtant, il a des créations, des revendications. Il revendique le pouvoir de ces jeunes, souvent de couleur noire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre, de pouvoir réussir dans leur pays. Et c'est pour répondre à ce vide que je décide de créer ce qui va devenir Trace. Lancer Trace, d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure, ça n'a pas été simple. Il a fallu du capital pour lancer cette entreprise, surtout que j'avais des ambitions importantes. Et donc je décide de quitter la Martinique pour m'installer à Paris. Je toque à beaucoup de portes, je vais voir des financiers, des banques, des investisseurs, et puis toutes ces portes restent fermées, sauf parfois la porte des coursiers, où quand j'arrive dans des banques parisiennes, on me dit « vous, c'est là-bas ». Et finalement, en 2002, ce n'est pas en France malheureusement, mais c'est aux États-Unis, à New York, que j'arrive à convaincre la banque d'affaires Goldman Sachs de venir me rejoindre dans ce projet et de financer ce qui allait devenir Trace. Nous avons, avec l'argent de Goldman Sachs, nous avons acheté la chaîne de télévision MCM Africa et le magazine qui était à l'époque imprimé en Angleterre et aux États-Unis, le magazine Trace, d'où le nom du groupe Trace aujourd'hui. Et c'est donc le début de l'aventure. Lancement de la première chaîne en 2003, la première chaîne Trace, et puis depuis, la machine ne s'est jamais arrêtée. En 18 ans, nous avons créé un réseau de 27 chaînes de télévision, 7 radios FM, des dizaines de plateformes digitales, des milliers d'événements, des milliers d'heures de programmes. Nous avons aujourd'hui 15 filiales pilotées par un groupe, par une équipe de 250 collaborateurs, dont une dizaine de filiales en Afrique. Près de 350 millions de fans nous font confiance, regardent nos programmes, écoutent nos radios, consomment nos médias et nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents non seulement en Afrique, mais également au Brésil, où il y a la première communauté afro-descendante en dehors d'Afrique. Plus de 110 millions de personnes au Brésil sont originaires d'Afrique, et puis également en Angleterre, dans la Caraïbe, dans l'océan Indien et un petit peu aux États-Unis. Pour beaucoup, nous sommes un symbole de réussite, une des trop rares réussites d'une entreprise internationale de médias créée par un entrepreneur noir. J'en suis désolé. Et puis, on pourrait se dire que je m'arrête là, et que ma mission est accomplie. La France, dans sa grande générosité, m'a même offert l'Ordre national du mérite l'année dernière. J'ai eu la joie, l'honneur de recevoir cette décoration en Afrique du Sud. Et pourtant, le Trace que vous connaissez aujourd'hui n'existera peut-être plus dans 10 ans. Le coronavirus, TikTok, Spotify, la révolution digitale, Netflix, les réseaux sociaux, les évolutions des usages sont passées par là. La Covid, a donné une formidable accélération à notre vie numérique. En Afrique du Sud, les gens passent quasiment 6 heures par jour
sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, ça monte parfois jusqu'à 8 heures par jour, des mutations absolument incroyables de notre vie numérique. Et cette vie numérique, dans le monde, elle est aujourd'hui dominée par 10 géants. Je vais les citer parce que ce sont des entreprises qui, vous le savez ou pas, contrôlent 80% de tout ce que vous faites sur le numérique. Vous connaissez bien entendu Facebook, Google, Apple, mais il y a également Alibaba, Tencent, Microsoft, Amazon, Netflix, Disney et ByteDance qui est le propriétaire de TikTok. Ces entreprises sont plus puissantes que beaucoup d'États. À l'initiative de Facebook d'ailleurs, certaines de ces géants sont en train de concevoir la future génération du monde numérique pour encore renforcer leur domination sur nos vies. Ce monde numérique qu'ils souhaitent créer s'appelle le métaverse. Méta pour virtuel et verse pour univers. Dans ce monde, ils souhaitent que nous utilisions des avatars et la réalité virtuelle pour interagir. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, présente ce nouveau monde comme le successeur de l'Internet mobile. Cette vision d'ailleurs est parfaitement décrite dans les films Matrix ou Ready Player One de Spielberg, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Je vous invite à regarder à quel monde ces géants du numérique souhaitent que nous fassions partie dans quelques années. Premier problème, la quantité de technologie, la quantité de données et d'énergie requises par le métaverse dépasse largement les ressources des entreprises normales et seul ce club des 10 pourra développer ce nouvel univers. Deuxième problème, les investissements énergétiques nécessaires pour lancer le métaverse pourraient facilement compromettre toutes les actions que nous devons prendre maintenant pour essayer d'arrêter la destruction climatique de notre planète. Et troisième problème, une telle transformation pourra encore augmenter les inégalités entre les riches et les pauvres, entre les geeks et les autres, entre l'Afrique et le reste du monde. Dans ce contexte, je me suis forgé deux convictions, une ambition et une intuition. Première conviction, je pense que l'alternative aux 10 géants américains et chinois doit venir d'Afrique. Je pense que cette alternative doit être au service de la réussite de la jeunesse africaine qui, en 2050, représentera 30% de la jeunesse mondiale. Je pense aussi que cette alternative doit s'appuyer sur l'évolution technologique, la 4G, la 5G. La 5G est entre 20 et 100 fois plus rapide que la 4G, ce qui va rendre l'Internet mobile normalement encore plus rapide et beaucoup moins cher que l'Internet actuel. Et puis surtout, je pense que nous n'avons pas vocation à devenir les esclaves digitaux du club des 10. Ma deuxième conviction, c'est que je pense que le futur du digital n'est pas plus de digital, mais mieux le digital, avec la mise au service du digital pour la vie réelle. Et enfin, mon ambition, c'est que essayer de comprendre les résultats de ces tests pour ensuite prendre des décisions. Nous avons rencontré des milliers de personnes, des experts, des artistes, des futuristes, des jeunes, des gourous de la technologie, et nous pensons très humblement avoir trouvé un début de solution. Et comme souvent, cette solution n'est pas venue d'une illumination soudaine, on se réveille le matin et puis comme ça on a une idée. C'est vraiment un assemblage d'idées, de visions, d'expériences. Et vous serez surpris, mais sans le savoir, l'Université Senghor a joué un rôle dans notre réflexion. Je vais vous expliquer pourquoi en quelques minutes. Cette solution, c'est la création du premier écosystème digital et physique dédié à la réussite des jeunes Africains. Cet écosystème sera bâti autour d'une plateforme numérique et d'un réseau de partenaires physiques composé d'entreprises, d'écoles, comme l'Université Senghor, de centres communautaires, d'artistes, de célébrités et d'institutions localisées en Afrique et dans les pays à forte population d'origine africaine. La plateforme numérique de cet écosystème sera ce qu'on appelle une Power App. Vous avez entendu parler des super apps comme WeChat, comme WhatsApp, comme Google, qui est aussi une super app. Nous pensons que nous pouvons créer une Power App qui va s'appuyer sur 4 dimensions. D'une part, une dimension avec de l'information et de l'entertainment, et tout sourd avec une dimension de réussite. Deuxième chose, des formations en ligne et des solutions de développement humain issues de notre solution Trace Academia, avec laquelle nous sommes partenaires de l'Université Senghor. Troisième dimension, un réseau social, un peu comme TikTok, avec un système de modération un peu différent. Et puis un énorme programme de personnalisation, de gamification, de fidélisation et de récompense des usagers. Plus vous avez utilisé cette plateforme, plus vous avez des chances de gagner,
de gagner des récompenses, et ces récompenses vont se traduire dans la vie physique. Par exemple, si vous suivez des cours avec les développements qu'on fait avec l'Université Senghor, vous aurez plus de chances d'avoir des stages, d'avoir un travail, d'avoir accès à l'ensemble des solutions qui vous permettront de continuer votre vie professionnelle. Alors, je ne vais pas tout vous raconter sur cette plateforme et sur cet écosystème, parce qu'on est en train de le construire. Vous allez, pour certains d'entre vous, certainement participer à cette construction. Et je suis convaincu que ce partenariat entre l'Université Senghor, avec d'ailleurs le soutien de l'AFD, contribuera et bénéficiera de cette nouvelle plateforme. Et pour finir, je vous ai promis tout à l'heure de partager avec vous quelques enseignements qui pourraient peut-être, je l'espère, vous être utiles un jour. J'ai sélectionné 4 thèmes, tous autour d'une même notion, le pouvoir. D'abord, vous le savez, ou vous ne le savez pas, votre pouvoir à vous est immense. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, porte en lui les clés de sa réussite. Ce que Senghor vous permet aujourd'hui, c'est de unlock le potentiel, de permettre de libérer ces capacités que vous avez en vous. Et donc, un conseil, soyez curieux, soyez intéressés, soyez motivés, soyez mobilisés pour capturer tout ce qui se passe autour de vous et vous dire que oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Il faut croire en vous, croire en vos projets, faire ce que vous aimez pour continuer à avancer et surtout, n'attendez pas que tout soit prêt pour avancer dans ce qui vous tient à cœur. Deuxième chose, le pouvoir de l'éducation. Nelson Mandela a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Dites-vous que votre éducation doit être permanente. Plus de 30% des métiers qui seront nécessaires dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc il faudra en permanence retourner sur les bancs d'une école, que ce soit Senghor ou une école virtuelle ou une autre école, pour vous mettre à niveau. Donc c'est un continuum permanent. L'éducation doit alimenter en permanence votre vie. Et là, pour ça, je pense que vous avez quelques meilleurs amis. J'ai cité l'école Senghor. Je vais également citer Google, parce que beaucoup ne l'utilisent pas suffisamment. Vous le savez, on trouve beaucoup d'informations gratuites, immédiates sur Google. N'hésitez pas à passer du temps. Dans le monde du digital, on dit qu'il faut faire du benchmark, c'est-à-dire regarder ce que font les concurrents en permanence. N'hésitez pas à le faire. Dès que vous avez un projet, tapez les mots, tapez les mots-clés, allez et regardez et récupérez de l'information pour essayer d'être toujours en avance, toujours en phase avec ce qui vous concerne et ce qui va pouvoir vous amener à réussir demain. Ensuite, troisième pouvoir, c'est le pouvoir de rêver. Vous êtes des privilégiés parce que même si vous avez déjà énormément travaillé pour être ici, vous avez une chance extraordinaire de pouvoir avoir accès à ce qui se fait de mieux en Afrique en matière de formation. Alors profitez-en, et surtout quand vous rêvez, formez en grand écran. Rêvez, pardon, en grand écran, en format 16/9, paysager. Ne rêvez pas petit, parce que d'abord, ça ne coûte pas plus cher de rêver en grand, et ça permet d'avoir aussi des ambitions qui sont à la hauteur des besoins de ce continent. L'Afrique a besoin de vous, elle a besoin de gens qui vont la gérer, qui vont la développer, qui vont gérer et qui vont rêver avec elle les solutions de demain. Et là aussi, essayez d'inventer vos solutions à vous. Ne copiez pas forcément les modèles qui ont été appliqués ailleurs, parce que les identités africaines sont particulières et demandent des solutions particulières, spécifiques. Et pour conclure, vous avez le pouvoir et le devoir de réussir. Bob Marley a dit dans une de ses chansons que « Where there is a will, there is a way ». Quand il y a une volonté, il y a une solution. C'est vrai, ça demande d'avoir beaucoup confiance en soi, ça demande d'avoir une vision sur l'avenir, ça demande de rassembler beaucoup d'énergie, mais vous avez le pouvoir de réussir. Et pour reprendre Mandela, d'ailleurs, il vous arrivera peut-être, certainement, dans votre parcours professionnel, d'échouer, de ne pas réussir à faire ce que vous pensiez réussir à faire, et en fait, vous n'allez jamais échouer, vous allez toujours apprendre. Donc n'hésitez pas, entreprenez, essayez, et quel que soit le résultat, vous allez quelque part apprendre. Et puis, dites-vous que Senghor a dit que vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle, vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. Je vous propose d'aller encore plus loin, et de ne pas seulement être des témoins, mais les acteurs d'un monde nouveau qui commence aujourd'hui. Ce monde, c'est votre monde, il vous appartient. Merci. Merci, monsieur Olivier Caractère. Merci pour cette plein de sagesse, innover, créer, essayer. Merci. Je vous rappelle que monsieur